Mesdames, messieurs, merci beaucoup pour l'invitation déjà. On est vraiment très très heureux d'être là. C'est un peu impressionnant pour nous. Merci beaucoup pour la présentation du projet que vous avez faite. Donc, je suis Nicolas Guérin, je suis architecte associé de l'agence NP2F. Je suis accompagné pour NP2F de mes 3 associés, dans l'ordre François Chasse, Paul Maître de Vallon et Fabrice Long. De Manon Gaillet et de Sylvain Bérard pour l'agence Marion Bernard, de Jacques Lucan qui est architecte et enseignant, et d'Alice Mahin pour l'atelier Roberta pour le paysagisme. Manque à l'appel donc aujourd'hui Point Suprême qui n'a pas pu se déplacer étant basé à Athènes. Donc notre intervention va se faire en 5 points. Donc les a priori au projet sur lequel je vais revenir. Ensuite la compréhension du sujet avec Jacques, les préalables du projet avec François, la description du projet architectural et paysager avec Manon, Sylvain et Alice, et puis un focus sur l'architecture de l'IMVT. Donc le projet de l'IMVT pour nous c'est une longue histoire maintenant qui a démarré il y a presque 1 an et demi avec le premier a priori pour nous qui a été la constitution de l'équipe. Donc je m'arrête quelques instants sur le mot d'a priori qu'on a choisi comme introduction. Pour nous c'est pas quelque chose de négatif. On avait des a priori en tête, c'est pas dogmatique non plus, et ça a été plutôt positif et ça a finalement ouvert un peu le jeu du projet. Donc le premier a priori ça a été l'équipe. Vous savez, c'était pas évident d'imaginer qu'on pourrait être sélectionné pour ce projet en imaginant un groupe de jeunes architectes autour de nous, NP2F. Mais on a quand même tenté ce pari-là en choisissant de construire une équipe riche, jeune, méditerranéenne, mais en même temps un petit peu expérimentée sur le sujet des écoles d'enseignement supérieur. Une vraie équipe avec plusieurs individualités où chacun pouvait trouver sa place. Donc nous chez NP2F on est tous du Sud, on est 2 Marseillais d'origine et 2 Niçois. Donc on a demandé à Marion Bernard de s'associer avec nous ici à Marseille, et puis Point Suprême aussi donc à Athènes avec Atelier Roberta qui a aussi beaucoup d'attaches ici. Et puis après on a proposé à Jacques de nous rejoindre. Alors Jacques il est un peu moins méditerranéen, ouais. Mais en même temps, il nous a apporté donc sa science de l'architecture et puis sa culture des espaces de l'enseignement, puisqu'il est à l'origine de la création de l'école d'architecture de Marne et puis qu'il a enseigné de nombreuses années à l'EPFL. Donc voilà. Après, il y a la partie des ingénieurs qui est importante, avec qui on a l'habitude de travailler pour beaucoup d'entre eux. Donc Vincent Pourteau pour l'économie de la construction, DVVD pour la structure, Alto pour les fluides, l'environnement et la thermique. POT pour l'acoustique et 818 pour l'éclairagisme. Donc on a été très heureux de notre sélection pour le concours et on a eu assez rapidement des a priori en tête, mais qui étaient plutôt spatiaux. Donc le premier c'est l'école d'architecture d'aujourd'hui, à Lumini. On y a, enfin voilà, NP2F, Marion Bernard, on y est tous passés. On a étudié là-bas pendant de nombreuses années, et finalement les qualités du plan des guerres, avec ses usages dedans, dehors, cette co-valorisation des espaces a été quelque chose qu'on a eu en tête et qu'on a eu envie quelque part de retranscrire ou d'essayer de retranscrire dans le centre urbain de la Porte d'Aix. Donc le deuxième projet, donc c'est les bâtiments qu'on appelle nous les bâtiments villes. Donc c'est des bâtiments riches en plans, d'espaces très différents, avec des dimensions, des tailles. Donc je parle des couloirs, des patios, des espaces ouverts les uns envers les autres. Le plan que vous avez sous les yeux, c'est le Centre national des arts du cirque qu'on a construit en 2015 pour l'OPIC, associé à notre mandataire Mathieu Poitvin, caractère spécial.
Voilà, c'est un projet très important pour nous et qui nous a lancé. Et on avait déjà en tête cette idée de bâtiment-ville au moment de la construction de ce projet. Le troisième, a priori, c'est donc les bâtiments plutôt en milieu urbain verticaux, où les espaces sont démultipliés et façonnés spécifiquement par rapport à leurs usages. Donc le projet qui est affiché à l'écran, c'est la cathédrale des sports de Bordeaux-Brazza, qu'on est en train de développer et qui va être bientôt en chantier. C'est un projet forcément où les usages, comme ils sont sportifs et que le sport a par définition des espaces très définis, sont dessinés pour ce qu'ils sont, mais en même temps on a essayé de les démultiplier avec des vues entre les niveaux et des espaces un peu mixés les uns avec les autres. Le bâtiment suivant, donc c'est l'idée du bâtiment outil, le bâtiment qui laisse la liberté aux usages au maximum et une appropriation par les étudiants, donc sous nos yeux l'école d'architecture de Nantes, par les étudiants en architecture de manière la plus libre possible des espaces d'enseignement de l'école. Voilà. Et puis la dernière idée, c'était celle d'un campus urbain, d'un bâtiment qui est une destination, où il fait bon rester, fait bon passer du temps, un campus du sud, méditerranéen, donc ici sous nos yeux l'école d'architecture d'Ahmedabad, avec en filigrane finalement toujours la question de quels espaces dessiner pour une école où on apprend à dessiner des espaces. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Jacques qui va revenir sur la compréhension du sujet. Merci. Quand on commence un projet, évidemment, on commence aussi, je pense, par d'une part la lecture du site, où est-ce qu'on se trouve, et d'autre part la lecture du programme, ce qu'on va faire. Et là, la première question, c'est la situation qui est exceptionnelle par rapport à la porte d'Aix. Et on peut remarquer qu'on n'est pas face à la porte d'Aix. On n'est pas dans son axe. On est sur le côté. Et cette position, elle est particulière et de plus, le bâtiment ne doit pas être plus haut que la porte d'Aix. Donc c'est comme une situation où on peut évidemment avoir une dimension un peu monumentale, mais ce qu'on a appelé nous-mêmes un peu une dimension de monumentalité tempérée. C'est-à-dire de ne pas d'être présent, très fortement présent, mais sans dominer absolument tout, sans être trop ostentatoire. Donc c'était la lecture qu'on pouvait faire du site. Ce caractère, il est en plus renforcé par le fait que quand on descend de la gare Saint-Charles, on appréhende le bâtiment latéralement, sur le côté. On ne trouve pas la façade principale. Donc ce caractère était important pour nous. Mais ça n'empêche que l'IMVT est une institution. Et son architecture se doit évidemment de la représenter, cette institution, mais sans la surjouer, sans faire que ça devienne vraiment quelque chose de quasiment totalement dominant par rapport aux éléments environnants. Donc, quelle sera la présence urbaine de l'IMVT? C'était la grande question qu'on s'est posée quand même, bien sûr. Et cette présence qu'on a choisie d'ouverture sur la place, et en même temps, pas simplement d'ouverture vers la place, mais aussi d'accueil de la ville vers l'intérieur du bâtiment. C'était à nos yeux essentiel et évidemment, vous verrez tout à l'heure de quelle façon le dispositif architectural et urbain répond à cette vocation. Mais l'IMVT, c'est un institut. Et un institut, c'est plus qu'un établissement d'enseignement. C'est un établissement d'enseignement et de recherche. Et d'autre part, l'IMVT, c'est un institut qui doit avoir un rayonnement international, méditerranéen, puisqu'il en a le qualificatif même dans son nom, Institut méditerranéen. Et donc, il doit se tourner, et il se tourne vers la Méditerranée. Pas simplement d'un point de vue symbolique, mais presque d'un point de vue aussi physique.
Et c'est l'ambition de l'IMVT de pouvoir accueillir en particulier des étudiants, des chercheurs venus du monde méditerranéen, mais aussi d'accueillir des événements, des conférences, des colloques, des séminaires, d'autres possibilités d'événements aussi, qu'on ne peut pas supposer ou qu'on ne peut pas forcément connaître tout à fait aujourd'hui. Et tous ces événements, pour beaucoup, se préoccupent de problématiques regardant les mutations du monde méditerranéen. Donc l'IMVT a une vocation à être un établissement d'enseignement, de recherche et de culture. Le dispositif architectural et urbain, là aussi, que vous verrez maintenant, tout à l'heure, répond à cette ambition. Mais au fond, par rapport au programme, l'IMVT résulte, on le sait, de la réunion de 3 établissements actuellement existants. Mais cette réunion n'est pas une simple addition, ou plutôt cette réunion ne nous est pas apparue comme une simple addition. Ou plutôt, même, l'IMVT ne pouvait pas être cela, à nos yeux, une addition. Donc, la réunion, non plus, ne signifiait pas pour nous qu'un élément devait dominer les autres, qu'un élément devait, au fond, tous les autres devaient lui être subordonnés. Donc, quel choix alors? Comment interpréter le programme d'ensemble? Quelle nouvelle structure rassemblera les 3 entités pour quel paysage programmatique? C'est le choix ici de la transversalité. L'IMVT est une structure fédératrice, et une structure fédératrice pour nous transversale. L'IMVT a une vocation qui dépasse les buts de chacun des 3 établissements. Et en dépassant ces buts, de quelle forme va-t-elle se doter? Donc elle va privilégier effectivement les échanges, les collaborations entre les différentes entités qui constituent l'IMVT. Et cette collaboration ou cette synergie entre les éléments, elle va aussi s'adresser à un environnement géographique et disciplinaire plus large. Donc c'est ce qui a guidé notre choix du partage et notre choix de la transversalité. Partage des locaux en fonction des activités qui peuvent s'y dérouler, et puis transversalité des usages pour que la structure fédératrice soit effectivement facilement habitable. Nous verrons donc se mettre en place des pôles distincts qui ne sont pas des entités d'enseignement séparées. Des pôles et les entités elles-mêmes, école d'architecture, école de paysage, école d'urbanisme, n'afficheront pas leur individualité et n'accentueront pas, disons, leurs différences, puisque autrement, évidemment, une école dominerait les 2 autres. L'IMVT donc favorisera à nos yeux les échanges pour un monde que s'approprieront les étudiants, les chercheurs, les enseignants, et qui aimeront à la fois y séjourner, à nos yeux, donc pouvoir y séjourner, pouvoir y travailler longuement, et pouvoir évidemment établir entre ces constituants des relations qui soient des relations de collaboration. Merci. Donc vous avez entendu nos a priori, notre compréhension de la question. Et maintenant, moi je vais vous parler des préalables qui sont la retranscription physique, une sorte d'idéalité formelle que nous avons décidé de retenir pour travailler et composer l'IMVT. L'IMVT est un sigle qui deviendra sûrement peut-être un acronyme, mais qui ne doit pas faire oublier les éléments qui composent ce cycle. Jacques les a énoncés, je vais revenir dessus plus précisément. Le I de IMVT pour Institut. L'Institut
pour nous, donc vous voyez ici le plan de la parcelle et puis le plan du forum de Pompéi au 1er siècle après Jésus-Christ, qui assemble dans un même tout des parties assez différentes de dénomination, d'espace, parfois même de structure, mais qui forment en même temps une lecture globale. La vocation de l'Institut parle de cette capacité d'assemblage entre architecture, urbanisme, paysage, dans un grand tout. Et l'élément important pour nous était de parler d'un affichage sur l'extérieur, et j'y reviendrai, mais aussi de parler effectivement, ou plutôt de mettre en œuvre, puisque c'est notre travail, spatialement, ces synergies et les échanges qui pourront exister entre ces différents lieux et les vues qui permettront, au lieu d'être en rapport les uns avec les autres. Donc, nous avons établi sur la parcelle de l'IMVT une écriture globale, basée sur l'unicité et la variation. Nous reconnaissons, ici, nous nous reconnaissons dans une forme architecturale du structuralisme de Lévi-Strauss, avec un langage commun, donc une globalité des poteaux, des colonnes, des dalles, une notion un peu de permanence, un élément reconnaissable, total. Et puis en même temps, les différentes fonctions qui composent l'IMVT nécessitent des modifications, des affinages, des décalages. On parle d'ailleurs, alors, entre nous, on parlait d'une famille structurelle élargie. Élargie parce que nous parlons aussi d'assemblage, effectivement, de ces trois types d'enseignement que nous avons voulu assembler pas selon des critères administratifs, mais plutôt selon des pôles regroupés par type de structure, par type de portée, par type de rapport entre les éléments. Donc nous avons trois pôles qui ressortent, qui ne sont pas le pôle de l'architecture, ni le pôle de l'urbanisme, ni le pôle du paysage, mais le pôle que vous voyez en haut à gauche de la diapositive, qui est le pôle des ateliers, qui rassemble effectivement les ateliers, mais aussi la cafétéria, les locaux étudiants, et qui protège, et c'est plutôt une bonne chose, le reste de l'école du Mistral. Et puis en bas, le pôle public commun, qui rassemble le forum, qui rassemble les administrations, bon, qui resteront tout de même un peu séparées, mais sur un même niveau, sur deux mêmes niveaux, et puis la bibliothèque au-dessus. Enfin, le troisième pôle, nous avons voulu que les enseignants, chercheurs et les étudiants s'affichent, travaillent ensemble, en tout cas soient visibles et créent des rapports de proximité. Donc le troisième pôle de la recherche se situe en haut de la parcelle, visible et accessible depuis partout. Après le I, passons au M. Méditerranéen. Évidemment, nous avons parlé d'ouverture sur la Méditerranée, sur cette capacité de s'afficher, d'attirer les chercheurs de toute l'Europe, mais aussi de la Méditerranée. C'est aussi ce qui nous emmène à réfléchir à l'architecture méditerranéenne. Alors, on ne va pas forcément faire une définition ce soir de l'architecture méditerranéenne. Je pense qu'il y a autant de définitions que de personnes présentes dans cet amphi. En revanche, on peut dire les éléments qui, pour nous, sont marquants et que nous avons décidé de retenir pour produire cette IMVT qui parle de sobriété, de générosité et d'ouverture. Sobriété, générosité, vous avez sous les yeux, bon, c'est aussi parce que nous sommes les Niçois de la bande, donc nous avons voulu vous montrer la Villa Arson, construite en 1960 par Michel Marot à Nice, qui est un bon exemple pour nous des enjeux auxquels doit répondre la future IMVT. Des enjeux en termes de sobriété, donc, car le climat à Nice comme à Marseille est doux, mais à la fois exigeant.
Et le soleil et le vent sont des éléments à prendre en compte. Chaque geste compte. Chaque geste doit être efficace. Le gros œuvre devient décisif pour sa capacité de résistance aux usages et au climat. Mais aussi une qualité permanente, à Nice comme ailleurs, de rapport entre l'intérieur et l'extérieur, où la végétation devient un élément fondateur des bâtiments. Elle n'est pas qu'une résultante, elle est une coproduction permanente qui établit la qualité d'un lieu. Donc, cette générosité méditerranéenne se retrouve aussi dans notre volonté d'IMVT, dans notre envie d'IMVT, par un quasi-équilibre entre espace construit et espace végétalisé qui forment un Y au centre de la parcelle. Ce Y est d'ailleurs l'assemblage de 3 sous-éléments qui vont être précisés ensuite par Roberta, mais qui sont 3 cours. Pardon ? Oui. Oui, elle ne s'appelle pas vraiment Roberta. Mais elle est paysagiste quand même. L'architecture méditerranéenne, pour nous, est finalement l'assemblage, si jamais on ne devait pas la définir, mais si jamais on devait conclure sur cette architecture méditerranéenne, celle que nous allons chercher à développer dans l'IMVT, c'est l'assemblage finalement de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Donc l'architecture est en elle-même l'institut. Et puis enfin, VT, donc le positionnement, le repositionnement de l'institut au centre de la ville, au centre des dynamiques urbaines, au centre d'Euroméditerranée, de la Porte d'Aix et de la ZAC Saint-Charles. Donc vous voyez sur la diapo, en haut à droite, la ZAC Saint-Charles, ou plutôt la gare Saint-Charles, et en bas, le Vieux-Port. Le repositionnement de l'école dans ces dynamiques nous permet de nous questionner sur le territoire sur lequel nous venons nous positionner. Quelques éléments, quelques photos aériennes montrent au cours de ce dernier siècle l'évolution du territoire de la Porte d'Aix. Territoire, dans un premier temps, issu d'un tissu hérité, organique, assemblant tracé ou architecture haussmannienne. Et puis après la guerre et les bombardements, une planification plus moderne, des grands ensembles apparaissent. Enfin, l'autoroute se rapproche de la Porte d'Aix pour finalement s'en éloigner. Donc voici le territoire dont nous avons hérité. Une parcelle de 5000 m² qui est visible sur ses 4 côtés, la Porte d'Aix, le boulevard Nédélec, la descente des universités et la rue Biaggi. Et en même temps, un environnement extrêmement hétérogène, composé de toutes ces couches dont je viens de parler, qui nécessite que l'école d'architecture affiche un visage, si ce n'est fermé, évidemment qu'il n'est pas fermé, mais en tout cas fort. Le site dont nous parlons est un site en pente. C'est un peu simple de le présenter comme ça, mais c'est aussi l'ancrage de l'IMVT dans son site que de parler de prolongement des sols, des différents sols qui composent l'IMVT, qui viennent se retrouver sur les différentes rues alentours et qui, à l'intérieur de l'IMVT, se transforment en terrasses et autres espaces assemblant intérieur et extérieur de façon permanente. Ceci produit finalement déjà ce premier visage de l'IMVT dont vous parliez tout à l'heure, qui à première vue semble un peu bizarre, on a du mal à rentrer dedans. Bon, déjà quand on comprend les sols, on comprend un petit peu mieux, ne serait-ce que les niveaux qui sont scandés, 6 mètres de dalle à dalle, 3 mètres pour les étages intermédiaires et encore 6 mètres au-dessus, qui sont donc les prolongements de ces différents niveaux de sol et qui parlent en même temps de mutabilité et d'évolution des espaces. Nous y reviendrons. Donc, pour finir, on monte sur le toit. Et pour parler de la ville, on doit parler aussi des territoires. Et l'IMVT s'ouvre sur le grand paysage
qu'ils soient maritimes ou montagnards. En définitive, l'IMVT et la ville. Son premier observateur, nos amis de Grau, des urbanistes, diraient son principal supporter, pour pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur et recevoir tous les échos des mutations urbaines. Il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet et de rentrer à l'intérieur de l'IMVT, le vif du sujet là-bas. Alors, on vous propose maintenant de parcourir le projet de son rez-de-chaussée jusqu'à ses toitures. Donc, l'entrée du bâtiment se trouve au centre de la façade, logiquement, entre l'esplanade et la cour. Et elle s'affiche par le vide qui est créé à l'arrière de la façade par la cour qu'on verra plus tard. À l'échelle humaine, les lettres donc citées par François sont inscrites dans les linteaux des portes qui nous font rentrer dans le bâtiment. Donc le rez-de-chaussée, en plan, s'organise autour de la cour d'accueil de 580 m², la cour plantée, si vous y voyez bien au milieu. Les programmes du rez-de-chaussée se déploient sous une hauteur de plafond de 6 mètres, 5,50 m, 6 mètres, et s'organisent entre l'accueil, donc la barre sur cour et sur la place, la cafétéria à gauche, l'amphithéâtre au fond et le forum. L'amphithéâtre et le forum. La cafétéria est largement vitrée et positionnée à l'angle ouest du bâtiment. Elle est ouverte sur l'esplanade et sur la montée des universités. L'idéal serait qu'un jour elle s'ouvre sur l'espace public. C'est pour ça qu'on l'a positionnée ici. Les amphithéâtres au fond, sur 530 m², sont positionnés en enfilade, l'un derrière l'autre. Ils peuvent être mutualisés pour former un très grand espace scénique, les soirs d'événements spécifiques. Le forum de 800 m² est largement ouvert sur la cour. Il donne beaucoup à voir sur l'esplanade de la porte d'Aix. C'est allé plus vite que moi. Et le rez-de-chaussée abrite à l'arrière des locaux dédiés à la vie étudiante. Et en fond de cour se tient le parking à vélo. Pardon, je suis très stressée. Alors, l'accueil. L'accueil est occupé évidemment par le bureau sécurité. Il est largement ouvert sur ses 4 côtés. Il distribue les espaces majeurs du bâtiment. Donc je disais le café à gauche, le forum à droite et la cour d'accueil au centre. Donc là, on est dans la cour d'accueil et on voit d'ici toute l'organisation de l'école. Les différents pôles qui composent le bâtiment. À gauche, il y a les bâtiments des ateliers, des élèves avec le rez-de-chaussée en cafétéria. À droite, les communs. Au fond, à l'étage, l'expérimentation et la recherche. Et les différents escaliers et coursives qui mènent au niveau supérieur. La cour d'accueil est le premier espace extérieur de l'école. C'est aussi un outil, le premier outil, tout autant programmatique qu'organisationnel. Le sol de tout le niveau du rez-de-chaussée a été dessiné en pavé de béton, calpiné de manière concentrique pour fabriquer une unité justement de partage dans tout sol, dedans et dehors. Et chaque espace qui compose ce niveau est donc lié par une matérialité commune. La cour est plantée, elle prend aussi son indépendance par son architecture, marquée par un contour clair et ouvert. C'est comme une pièce supplémentaire. Donc, le café est évidemment le lieu de rencontre de tout le monde. Et en fond, dans l'axe de la cour, les amphithéâtres. 450 places qui sont divisées en 2 amphis de 200 et 250 places. Et donc, j'ai l'impression de me redire. Donc, ensuite, pour le forum, c'est une immense halle ça, c'est, où tout est possible. Il n'a pas de point porteur, il est libre pour justement permettre de multi-utilisation. Il peut accueillir à la fois des expositions, des workshops, des espaces de travail, de réception. Un grill technique, donc la structure métallique au plafond, et une isolation acoustique sérieuse permettent cette flexibilité. Il est le long du boulevard Nédélec. Et de sa position, pareil, on le verra ensuite pour la halle des expérimentations, il s'affiche sur
sur l'espace urbain pour montrer la production des élèves. Donc, tous ces programmes au rez-de-chaussée trouvent leur prolongement dans la cour d'accueil. Donc ensuite, quand on passe à la dalle du dessus, on se retrouve au niveau supérieur, donc dans la cour des expérimentations, et on surplombe la cour d'entrée. De là, on peut voir qu'on a souhaité proposer un lieu qui pourrait avoir multiples usages, comme tout simplement des chaises et des tables, ou un atelier, un rendu, un workshop, ou bien des réceptions, la fête de l'Institut, des conférences, un cinéma, des projections la nuit. L'idée, en fait, de tout ce rez-de-chaussée est de pouvoir fonctionner de manière autonome par rapport au reste de l'établissement, si cela venait à être possible dans le futur, pour des questions de sécurité. Ces 5 espaces du rez-de-chaussée peuvent fonctionner tous ensemble. Donc ensuite, on passe au premier niveau, qui s'organise autour de la cour des expérimentations, donc de 650 mètres carrés. Donc les programmes du R+1 se répartissent entre les ateliers de l'école dans la barre au nord, le premier niveau de l'administration, donc dans la partie commune ici, et le premier niveau du bâtiment de recherche. Les premiers ateliers de l'école sont implantés à 5,50 m au-dessus de l'esplanade de la Porte d'Aix. Ils sont inscrits, il y en a 7, et ils sont dédiés principalement à l'IER, donc l'école d'urbanisme. Pour une surface de 100 mètres carrés chacun, les ateliers sont organisés comme tous les ateliers du campus, en enfilade, séparés par des portiques et traversant sur 13,50 m de long sur l'axe sud-ouest. Ils sont calmes le long de la montée des universités. Le premier niveau d'administration est partagé par l'IUAR et le NSP sur 550 mètres carrés. L'ensemble des niveaux administratifs sont bordés de coursives et de balcons sur tous leurs côtés. Le premier niveau du bâtiment recherche-expérimentation est largement ouvert sur la cour qui lui est dédiée. La cour des expériences est directement accessible depuis le boulevard Nédélec en bas du plan. Et autour de cette cour, les laboratoires informatiques, la coopérative des étudiants, l'atelier maquette, le Fab Lab créent un ensemble de vie, un deuxième lieu de vie pour les étudiants. Ensuite, là, vous pouvez voir à gauche, en double hauteur, le rez-de-chaussée du bâtiment recherche-expérimentation. Il représente une école qui teste pour nous, qui invente, qui s'affiche, un ensemble tourné vers la manipulation, animé des ateliers maquettes et de la halle d'expérimentation. En vertu de leur rôle primordial, ces programmes se prolongent naturellement au-delà de la stricte emprise et s'ouvrent très largement vers la cour des expériences. Celle-ci est protégée pour lui permettre cette utilisation par une grande verrière et sur le boulevard Nédélec par une grille perforée. En vis-à-vis, les deux niveaux d'administration sont marqués par une grande poutre Virendel, pour ceux qui connaissent, qui assure leur structure. Elle permet elle aussi de ne pas avoir de point porteur et permettra un aménagement flexible pour les bureaux de l'administration. Les espaces sont donc modulables et on pourra programmer ça facilement par la suite. Donc ce niveau-là permet à l'administration de l'IEAR, face à ces ateliers, d'avoir une relation optimale entre enseignants et étudiants. Donc dans les ateliers, sur la gauche, des grands casiers en bois organisés en 6 messes mobiles, à gauche et à droite. Percés de portes répartissent les espaces au droit de chaque portique. Ils offrent également des fonctions de rangement, d'affichage. Les ateliers peuvent facilement s'assembler ou se diviser. Le but étant de rendre tout ce plan flexible. Ils peuvent avoir des fonctionnements autonomes ou collectifs. Ils sont desservis par des galeries et des circulations de travail de 3,50 m de large au sud. Ils sont largement ouverts sur les coursives, puis sur les cours d'accueil et d'expérimentation, comme on peut le voir au fond de l'image. Au second niveau, on trouvera de nouveaux ateliers au nord qui se dispatchent comme les ateliers inférieurs. Et ceux-là sont dédiés, pour commencer, à l'ENSAM et l'administration en vis-à-vis pour l'ENSAM aussi.
Ils sont tous tout autant traversants qu'à l'étage inférieur et flexibles et organisés pareil. Autour des circulations verticales, à l'avant, au nord-ouest, on trouve des casiers fermés qui peuvent être attribués ou mis à disposition des élèves. Et à droite, au deuxième niveau donc, du pôle expérimentation, on trouve les chercheurs et les doctorants. Donc l'idée était d'arriver à répartir de manière transversale des utilisations complémentaires et qui pourraient aller se chercher les unes les autres en passant par tous ces espaces extérieurs. Je laisserai tout à l'heure la place à l'atelier Roberta de décrire plus précisément la qualité des espaces extérieurs, dont la pinède qu'on voit ici. On voit cependant que les ateliers du R+2, à droite, sont largement ouverts sur cette pinède. Et on apparaît les ateliers en double hauteur du 3e étage, où nous nous rendons maintenant. Nous sommes au R+3. Au R+3, nous sommes à 11,5 mètres du niveau référent de l'esplanade de la porte d'Aix. Et s'organise autour de cet étage s'organise autour de vastes coursives et passerelles, comme de larges ponts entre les différents pôles. Les programmes du R+3 s'articulent sous une hauteur de 5,25 m sous plafond et s'organisent entre un nouvel étage d'atelier, l'apparition des chercheurs et la bibliothèque. Pour les ateliers, au nombre de 9, ce sont les 9 premiers ateliers de l'ENSAM qui apparaissent ici. Depuis cet étage, 2 escaliers magistraux permettent l'accès en toiture, un sur la loggia en vis-à-vis de l'esplanade de la porte d'Aix, un autre dans une faille créée qui laisse apparaître la pliure du bâtiment. L'image ici montre bien ce qui a été énoncé précédemment. Les ateliers sont traversants, facilement ventilables et protégés thermiquement. Organisés en enfilade, ils permettent aussi une plus grande flexibilité d'usage. Nous suggérons ici, par exemple, d'envisager une organisation plus libre, avec des postes attribués plus ou moins sédentaires. Des rideaux phoniques peuvent se déployer toutes les 2 trames pour fermer les espaces, et des mezzanines peuvent s'installer en fonction des besoins. Enfin, les ateliers bénéficient encore ici de vastes espaces de déambulation et de travail extérieurs, espaces qui profitent également aux chercheurs qui sont ici à gauche de l'image. À partir de ce niveau, sur toute la hauteur restante du bâtiment, les espaces ateliers et recherche bénéficient d'un accès direct et indépendant, utilisable 24 h sur 24 depuis la rue Joseph Biaggi. Il s'affiche sur l'espace public de jour comme de nuit et rappelle que l'Institut veille comme un phare sur la ville. Les chercheurs s'installent ici sur 390 m², répartis entre les différents laboratoires de recherche de l'école. Avec une hauteur de 5,25 m sous plafond, l'espace permet d'envisager de nombreuses occupations différentes et évolutives, y compris l'installation de demi-niveaux en mezzanine. La recherche est directement connectée avec la bibliothèque en vis-à-vis et ici à gauche sur l'image. La bibliothèque prend place sur 740 m². Elle bénéficie d'une hauteur libre de 5,25 m, permettant la création d'une mezzanine occupée par la gestion administrative. Son organisation est claire, les rayonnages surplombés par la mezzanine bénéficient d'un espace en simple hauteur protégé de la lumière. Les espaces de lecture et de consultation occupent, eux, le reste du volume en double hauteur. La bibliothèque entourée d'une galerie de 2,45 m de large s'ouvre largement sur la ville et la place Jules Guesde. Des panneaux en béton, comme des stores rigides, protègent du soleil la salle de lecture et la déambulation extérieure. Il confère à la bibliothèque son caractère intimiste et calme, bien que largement ouverte sur la canopée des toits de Marseille. Les panneaux en béton remplissent également un rôle structurel, transférant les charges du R+4 au R+2. Ils sont cependant ajourés pour laisser entrer la lumière. La bibliothèque est en lieu direct avec le forum au rez-de-chaussée, grâce au noyau vertical de circulation. À partir du R+4, chaque pôle devient autonome. Le R+4, lui, donne à voir les premières terrasses du projet. Les programmes du R+4 se répartissent entre un nouvel étage pour la salle des thèses, le dernier niveau d'atelier de l'IMVT et les chercheurs. La salle des thèses et du conseil déploie sa forme ronde sur 115 m² et 2,75 m sous plafond. Elle est un espace intime, une soixantaine de places, assises tout au plus. Un panneau de claustras cintré tourne sur des rails pour protéger le lieu du soleil.
La salle des thèses s'ouvre majestueusement sur une vaste terrasse pouvant servir d'espace de réception et de déambulation. Elle s'ouvre sur tout Marseille. De l'autre côté du vide sur cour apparaissent ici les derniers ateliers de l'IMVT. Devant ces derniers, un vide non construit aménagé d'une terrasse de plus de 300 mètres carrés accessible à tous et ouverte sur la mer. La terrasse héberge un château d'eau permettant de collecter et de stocker les eaux de pluie de tous les toits avant de les redistribuer dans les plantations. Un point de vue à 360 degrés sur tout Marseille, des collines d'Allo en passant par les toits de la ville jusqu'aux îles du Frioul, aux confins de la Côte Bleue et plus loin, le phare de Planier sont visibles depuis ici. C'est fantastique. Au fond, sur l'image, le bâtiment recherche-expérimentation, avec un nouvel étage de chercheurs, continue ici, sans le dépasser, son ascension devant le pignon borne de la résidence étudiante, mitoyenne à la parcelle de l'Institut. Une terrasse attribuée aux chercheurs est placée sur la moitié du pôle. Elle marque une inflexion dans le bâtiment permettant aux logements étudiants de conserver leur ensoleillement. Le pôle recherche et développement trouve son sommet au niveau suivant, le dernier. Le R+5 est le dernier étage du projet, le royaume des paysagistes. Apparaissent ici, et enfin, les ateliers de l'École nationale supérieure de paysage. Ils bénéficient d'un accès direct 24 heures sur 24 depuis la rue Joseph Biaggi, ainsi qu'un accès direct à leur administration en R+1. Ils sont composés à l'ouest avec les espaces de pépinière et la serre, ayant également valeur de protection contre le Mistral. Magistralement positionnés, ils sont le point culminant du projet. Dans notre dos, on ne le voit pas là ici sur l'image, le pôle recherche et expérimentation vient aussi de trouver son sommet avec le dernier niveau de recherche. Les toitures des ateliers des paysagistes ainsi que les toitures des chercheurs accueilleront des panneaux photovoltaïques. Sur la parcelle du projet de 5000 m² qui accueille l'IMVT, 8000 m² d'espace extérieur ont été créés par le projet. Et je laisse d'ailleurs la parole à Atelier Roberta, qui va vous décrire comment ces espaces ont été qualifiés. Parler de paysage à propos de ce projet peut constituer en fait un exemple assez, une illustration assez didactique des échelles de travail du paysagiste. Ce qu'on a souhaité faire, c'est reparler effectivement de toutes ces discussions de paysage qu'on a eues pendant le projet, qui allaient de la question du paysage comme une des disciplines évidemment qui allait être accueillie au sein du projet. Donc qu'est-ce que c'est qu'un lieu dans lequel on apprend le paysage ? Mais aussi, évidemment, qu'est-ce que c'est que ces espaces extérieurs que doivent accueillir ce projet, leur forme, leur fonctionnement, leur constitution. Aussi, l'échelle du paysage de la ville, comment cet institut s'insère dans le tissu urbain et quelle place il y trouve. Et enfin, la grande échelle, l'échelle du territoire, celle de Marseille dans son site, qui nous a inspiré tout au long du projet. On a donc décidé de vous reparler de nos a priori de paysage en reprenant ce terme qu'on vous a explicité avant, donc des a priori qui sont plus le bagage avec lequel on a décidé de travailler et des choses qui nous ont accompagnés tout au long de la conception du projet. Les essentiels qui pour nous constituent la base de ce paysage. Donc d'abord évidemment la roche calcaire, le massif de cette roche-mère qui prend la lumière de façon inimitable et qui se retrouve dans la ville tant de façon très lisse et détaillée sur des aménagements urbains que aussi par des émergences très brutes de la roche qui viennent se confronter à la ville un peu partout. Aussi évidemment le soleil et surtout la lumière
reconnue comme précieuse et incroyable à cet endroit, mais aussi évidemment dure et dont on peut avoir besoin de se protéger, et toutes les différentes façons de s'en protéger et les formes que cela peut générer. Évidemment le vent, idem l'implication qu'elle a dans les formes du paysage qui s'en protège, mais aussi des installations, des sculptures qui peuvent en jouer et choisir d'en profiter. Et enfin, évidemment, la végétation. Ici, des images un peu iconiques du milieu naturel qui nous entoure. Évidemment, la garrigue qui est la manière évidente de synthétiser comment la végétation s'adapte à ces trois éléments dont on vient de parler, la roche, le soleil et le vent, mais aussi les massifs forestiers des pinèdes qui nous ont donc inspirés, comme vous avez pu le voir. Et enfin, la végétation dans le milieu urbain, la végétation dans le rapport à la construction, à l'architecture, comment effectivement la végétation apporte ombre et fraîcheur dans les constructions. C'est donc à partir de ces a priori qu'on a travaillé ce projet, tout en se reposant la question effectivement de quels étaient les espaces dont avait besoin cet institut. Évidemment des espaces de grande qualité, mais comme on l'a déjà dit sur le projet dans son ensemble, c'est aussi valable pour le paysage, des espaces qui aient la plus grande diversité possible, qui puisse offrir aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs des endroits dans lesquels ils peuvent s'installer, étudier, mais aussi dessiner, planter, qui apportent des lumières, des espaces et des rapports au bâti différents. On arrive donc à une multiplicité d'espaces, cette configuration en Y des espaces au sol, mais aussi la multiplicité des espaces en terrasse et en coursive, que je vais essayer de vous redécrire rapidement. Cette première cour d'accueil dont on a parlé, qui est donc directement en contact avec les espaces de la vie publique de l'IMVT, qui participe pleinement à cette façade de l'IMVT sur l'esplanade. Cette façade qui, à l'échelle urbaine, va avoir une importance capitale puisque c'est elle qui va finaliser, ou en tout cas ancrer l'esplanade et surtout la remettre dans l'axe historique Aix-Marseille et sortir la dimension qui est oblique qui était liée à l'autoroute. C'est donc un espace très minéral où le sol a une grande importance dans le fait de noter la connexion entre l'intérieur et l'extérieur, grâce à ce calpinage, et où on a imaginé une ligne de févier qui serait donc des arbres aux silhouettes très élancées, au feuillage très découpé, qui sont là pour apporter une ombre légère pendant l'été et apporter une saisonnalité qui vient contraster avec la dominante très construite de cet espace. Le deuxième espace, qui est donc la cour d'expérimentation, en lien avec les espaces d'expérimentation, qui a la caractéristique d'être en pente, ce qui est aussi une configuration spatiale différente pour les étudiants et qui peut donner lieu à des expérimentations différentes. La présence végétale y est très ponctuelle, mais elle bénéficie de conditions très spécifiques liées à la verrière, et on y choisit donc une végétation qui puisse être exotique et apporter une fraîcheur et une luxuriance importante. Le troisième espace majeur du rez-de-chaussée, disons, c'est donc la pinède qui suit justement la pente du terrain, la pente de la colline, la butte Saint-Charles, pardon. Cet espace est donc, lui, un véritable jardin, inspiré, certes, de la pinède, qui est nivelé par des petits
petits niveaux avec des petits soutènements qui créent des niveaux intermédiaires où on peut s'installer et sur lesquels on installe de massifs blocs rocheux qui sont là pour rappeler cette roche dont on a parlé et qui serviront évidemment d'assises, d'endroits sur lesquels on peut s'allonger, grimper, etc. Cette pinède, elle sera inspirée évidemment des milieux naturels, mais retravaillée pour s'adapter aux conditions et aux souhaits qu'on a par rapport à ces espaces. Elle a une partie qui est très ouverte et une autre partie qui est plus dense sur la partie, enfin avec une strate basse, une strate arbustive qui permettra aussi sur la partie, pardon, si on revient sur la partie sud de l'espace, de faire un peu écran par rapport aux logements étudiants qui sont juste à côté. Ensuite, on passe donc sur les terrasses où donc la terrasse des ateliers, la première qui est donc la première sur laquelle on a une vue exceptionnelle sur Marseille, qui est une terrasse d'expérimentation et de rapport à ce panorama où le jeu des garde-corps permettra tantôt d'être épais en bancs jardinières, de se protéger du vent et d'autre part d'être beaucoup plus fin pour protéger, enfin pour bénéficier de la vue, pardon. Et puis donc cet élément sculptural du château d'eau dont on a parlé, qui a aussi son intérêt de récolte de l'eau pour l'utilisation pour les plantations. La deuxième terrasse principale, celle du pôle recherche, qui elle est une terrasse qu'on a imaginée studieuse, avec des ombrières sous lesquelles s'installer pour travailler, et puis une très épaisse jardinière accompagnée d'un mur qui permet de s'isoler des constructions à l'est et de tourner la terrasse vers le cœur de l'Institut. La terrasse de la salle de conseil, qui donc elle est tournée vers un usage plus événementiel et qui bénéficie aussi du panorama sur Marseille. Et enfin, donc, la terrasse de l'ENSP, qui, elle, est, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, du coup, équipée de grandes serres qui la protégeront du vent et de parcelles avec une épaisseur de terre conséquente pour permettre aux étudiants de pouvoir s'essayer, faire de véritables expérimentations de plantation. Voilà. Donc ici, on va essayer, c'est la dernière partie, la sixième, on va essayer qui sera donc une conclusion, et on va vous parler de l'architecture du bâtiment. On va essayer bien sûr, on a parlé d'architecture avant, dans les a priori, dans la compréhension, dans les préalables, dans la description et dans le paysage, mais on va s'attacher à parler vraiment des éléments d'architecture, on va décrire leur forme, leur matière, en fait, les éléments qui nous ont permis de nous guider dans le dessin. Donc, oui. Donc là, c'est la façade sur la porte d'Aix. Donc le dessin est au trait, les matériaux n'apparaissent pas. Donc on insiste vraiment sur la géométrie du dessin. Il y a 3 plans qui se superposent, 3 couches. La première, c'est les dalles horizontales qui vont de part en part du bâtiment, qui insistent sur la transversalité du bâtiment. Verticalement apparaissent les poteaux qui sont ronds sur la place de la porte d'Aix, donc des colonnes de 50 cm de diamètre, avec un écartement régulier et qui viennent donc soutenir ces dalles. Au second plan apparaissent les pôles, donc qui sont ces grandes masses. À droite, le pôle commun, à gauche, le pôle atelier, puis au centre, le vide de la cour d'accueil. Il y a une composition tripartite qui apparaît, un plein, un vide et à nouveau un plein, quelque chose qui se rapproche du langage de la porte d'Aix. Dans cette composition-là, aussi du fait qu'il y ait des colonnes des colonnades en surimpression sur la porte d'Aix, et puis également sur la hauteur, puisque c'est un peu le jalon du bâtiment.
Puis au troisième plan apparaît, donc vraiment au niveau de la cellule, au niveau du carré qui est défini par la trame, apparaît les exceptions. En fait, c'est le moment où il y a toute la diversité du bâtiment qui apparaît, qui sont faites par des règles, par des exceptions, je viens de dire, pardon, et qui sont en fait des moments dessinés par eux-mêmes, voilà, des projets dans le projet. L'impression qui se dégage de ce dessin, c'est l'assemblage entre un système et une composition. Le système porteur qui définit un bâtiment-outil, donc les dalles, les poteaux, qui est capable d'intégrer la complexité du programme, son évolution potentielle, et de créer les conditions de son adaptation. Et puis, donc ensuite, il y a la composition d'espace qui est, elle, faite d'exceptions et qui est plutôt une réflexion de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, c'est un plan structurel. On est au R+3. Ce qu'on voit aussi, c'est une photographie du Palais d'Iéna d'Auguste Perret, qui est un peu une référence qui nous a guidés pendant le projet. Ce qu'on voit, c'est un plan qui est composé de pointillés, donc des lignes dessinées par des points. Ça parle de la fluidité des espaces, aussi du déplacement des corps où il n'y a pas d'obstacle, puis surtout du flou des limites, que ça soit entre l'intérieur des bâtiments, l'espace chauffé et les coursives, les cours, des terrasses, mais aussi vers l'extérieur, vers la ville. Donc le rapport qu'on a décrit préalablement. Chaque bâtiment a sa propre structure qui est optimisée, donc des carrés, des ronds, des rectangles. En commun, ils ont une face visible de 50 cm. Et ce qu'on voit donc sur le bâtiment du haut, qui est les ateliers, c'est des portiques rectangulaires disposés tous les 8,50 m et qui définissent les modules de 100 m² qui correspondent aux ateliers. Donc c'est un système répétitif, un vrai système, où seule la limite de la parcelle arrête la progression. Le pôle commun, qui est constitué de colonnes rondes, donc c'est un dessin régulier, un rectangle, et qui s'étend. Donc les colonnes du pôle s'étendent sur la porte d'Aix pour parler un peu d'unité de bâtiment. Et puis ensuite, il y a les poteaux carrés de l'expérimentation, qui sont plutôt un champ de poteaux, un réseau de poteaux, et qui sont dans un vocabulaire, disons, plus industriel, propice à la manipulation et à l'expérimentation. Donc l'idée, c'est que la structure, elle est régulière, mais elle s'adapte. Il y a des cassures qui sont liées, elle s'adapte aux cassures, aux portées plus importantes, elle fusionne, comme sur la façade porte d'Aix, elle varie. Et donc c'est un système plus complexe que celui qui tiendrait d'une seule règle, où cette règle définirait toutes les décisions à la suite. C'est un système qui crée un milieu, un climat, qui est propice aux usages et aux évolutions. En même temps, ça définit une architecture marquée, presque ornementale, et qui donne l'identité de cette école, qui lui donne son caractère d'enseignement supérieur, et qui assume son statut d'institution dans la ville. Alors vous l'avez compris, on tente de vous réexpliquer un peu les actes initiaux qui ont permis de dessiner le bâtiment et de le caractériser. Alors Paul parlait du plan structure, donc de ce grand plan qu'on envisage comme un grand tout, comme un champ dont les seules limites sont les limites de la parcelle. Donc c'est un véritable monde à part entière dans lequel on pénètre en pénétrant dans l'IMVT. Dans ce dessin, on voit deux choses. On voit du coup la manière dont ce champ de poteaux et de descente de charge investit le site dans son entièreté. Donc on s'adosse. Après le règlement l'imposait, mais peu importe. On s'adosse sur l'ensemble du périmètre du site. Et un second niveau de lecture sont les taches blanches
qu'on voit sur le dessin. Alors, c'est les zones chauffées, c'est les zones isolées. On voit une distanciation entre la limite totale du bâtiment et la façon dont les zones blanches sont dessinées. Alors pour nous, ce qui est important dans ce dessin, donc vous avez compris que ce procédé de dessin et ce procédé spatial se retrouve sur l'ensemble des niveaux de l'Institut. Ce qui est important, c'est qu'on a au même instant, et c'est un peu ce que dit la référence du Corbusier, donc on aime beaucoup le Corbusier, c'est pas un grand risque qu'on prend en disant ça. Ce qu'on aime beaucoup dans cette approche, c'est qu'on a à la fois, au même moment, la masse critique du bâtiment guidée par cette file porteuse positionnée sur la limite qui indique la taille du bâtiment, sa force, sa puissance, son unicité et son besoin de fédération. Une école, en l'occurrence des écoles, c'est un lieu fort, c'est un lieu à part dans la ville, c'est un lieu qui doit se reconnaître. Et en même temps, il y a une infinité de lieux, une infinité d'espaces. On voit en bas du dessin la périphérie de la bibliothèque qui est une grande coursive qui tourne autour de la pièce. Sur la barrette des ateliers, on a 2 terrasses aux 2 extrémités, et entre les 3 pôles, on a toutes ces terrasses, toutes ces coursives, suffisamment larges d'ailleurs pour pouvoir y positionner les tables, pour travailler les beaux jours, pas trop venteux. Donc on a presque une lecture d'un quartier ou d'un fragment de ville. Pour nous, c'est essentiel, parce qu'une école, c'est bien sûr un bâtiment, mais c'est aussi une infinité de situations, une infinité d'espaces dans lesquels les étudiants vont se construire. Cette double lecture, cette double façon de dessiner, on a voulu qu'elle existe dans le bâtiment et dans sa matière. Donc on a 2 éléments sur ce dessin. On a la superstructure en béton gris coulée en place. Donc c'est des colonnades qui peuvent varier un petit peu en section et en écartement, mais qui sont toujours là et qui sont toujours grises de cette couleur. L'autre élément, c'est les panneaux blancs qu'on voit, qui sont des panneaux en béton texturé, pas en blanc, qui sont la paroi thermique du bâtiment, qui sont aussi des masques. Ces éléments, ils varient à chaque bâtiment, on le verra juste après. Ils permettent à chaque pôle, à chaque lieu de l'école de créer un rapport singulier et unique avec le reste de la ville, avec l'extérieur. Ils créent bien sûr une gestion modulable de l'apport solaire. Et enfin, ils créent, ce qui pour nous était aussi un élément très important, la masse du bâtiment. On a beaucoup rêvé l'IMVT comme un bâtiment très massif, avec beaucoup d'inertie, très épais, dans lequel on se planque un peu du soleil. On a aussi beaucoup voulu que le bâtiment s'ouvre sur la ville, parce qu'une école, c'est un lieu extrêmement fort, c'est un lieu extrêmement empli d'usage. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ce double système qui pour nous permet à la fois d'avoir une lecture assez fine du bâtiment, assez aérienne, et à la fois avec ces grands masques béton, une lecture d'une grande densité. Alors je passe rapidement. On a du coup une façon spécifique de traiter ces remplissages béton dans chaque bâtiment. Là, c'est le bâtiment de la recherche, de l'expérimentation. Donc on a exprimé l'ossature de manière la plus franche possible. On a des grands portiques double hauteur de 6 mètres libres empilés. Il y a 3 niveaux, enfin 3 doubles niveaux empilés. C'est des trames carrées de 5 par 5. Et on a ici, pour laisser apparaître la structure la plus libre possible, on a ces grands panneaux bois caillebotis coulissants sur rail qui peuvent monter et descendre et laisser du coup ces grands volumes s'ouvrir sur l'extérieur, notamment pour sortir des machines, des grandes maquettes, des objets, etc. Ça, c'est le bâtiment des communs. Paul n'en a pas parlé, mais on a en partie basse un élément récurrent sur l'ensemble du rez-de-chaussée. Donc de part en part du bâtiment, on a ce traitement de percement carré avec une allège qui intimise un peu l'école par rapport à la ville, des linteaux et des grands châssis fixes qui ouvrent le bâtiment tout en le laissant un peu en demi-teinte par rapport à l'espace public. Les 2 niveaux au-dessus, c'est l'admin, un peu caché derrière une double rangée de panneaux thermiques, enfin en tout cas de panneaux de remplissage, qui crée une galerie qui dessert l'ensemble de l'admin. Et en haut, on a la bibliothèque avec son grand parasol, qui joue aussi un rôle structurel en ce sens qu'il agit comme des béquilles qui augmentent la portée du dernier niveau.
Et enfin, le bâtiment des ateliers. Donc c'est une lecture un peu plus en bande, un peu plus horizontale, parce qu'on a voulu que ces ateliers soient, on l'a vu dans les plans, puissent être mutualisés et être des grands lieux, des grandes halles d'enseignement, de travail, de pratique. Et ces grandes halles sont renforcées par ces grands bandeaux d'allège et de linteaux et ces grands cadrages sur la ville. Alors l'allège, elle sert de rangement aussi de zones de travail. On peut imaginer qu'on vienne bosser au plus proche de la vitre face à la ville et des fois à la mer. Et les linteaux gèrent bien sûr aussi la thermique, qui est une question immense parce qu'on a un bâtiment très très grand, très très étendu. Donc là, on revient sur la porte d'Aix. C'est une photo de la maquette qui est exposée au-dessus. Ce qui apparaît ici, donc pour revenir sur ce qu'on vient de dire, c'est un peu la profondeur du bâtiment. C'est aussi ces deux niveaux de lecture. Donc quand on est loin, apparaît l'uniformité, un peu la régularité du bâtiment, qui est plus homogène de loin. Et au fur et à mesure que l'on se rapproche, apparaissent la diversité des situations, un peu les exceptions, le fait qu'à rez-de-chaussée, on soit très uniforme avec des grandes fenêtres carrées qui font dans les 3 mètres. Et puis apparaît aussi des éléments très particuliers comme le château d'eau, les escaliers, l'ombrière le masque de la bibliothèque. Et puis le rythme des façades qui évolue entre les ateliers et puis les administrations. Donc il y a vraiment ces deux niveaux de lecture, de loin, et puis quand on arrive plus proche du bâtiment. On était porte d'Aix, là on est boulevard Nédélec. De la même façon, il y a cette complexité qui apparaît. Rue de Nédélec, on est forcément plus proche, puisque la rue est plus étroite. Et donc on perçoit cette complexité frontalement. Vue d'oiseau, donc la richesse d'espace, elle est encore plus évidente. Chaque terrasse devient un sol. Les coursives sont larges, elles sont percées. On voit donc par endroits. Et se confirme dans cette image l'idée que le projet est un campus vertical, une sorte de ville qui est riche dans ses usages, où les situations sont très diverses et qui permettent à la fois de s'exprimer collectivement, mais aussi de permettre des moments d'individualité. Donc il y a 30 ateliers dans la barre du nord, au nord de ce dessin, 30 ateliers de 100 mètres carrés disposés les uns à côté des autres de façon très sérielle. Mais en même temps, il y a une grande diversité de lieux, puisqu'il y a des ateliers qui sont à R+1, qui donnent sur la cour d'accueil. Il y en a d'autres qui sont dans la Pinède à R+2. Puis après, il y a ceux qui sont à R+3 avec ces 5,50 m de hauteur. Et finalement, dans les étages hauts, ceux qui dominent tout Marseille et qui sont un peu plus isolés du système, mais qui, à la fois, ont une qualité évidente. Donc là, on revient sur la première image, l'image de la porte d'Aix. Monsieur Juretti disait tout à l'heure que cette image ne l'avait pas convaincu tout de suite. Enfin, pour nous, il y avait un premier enjeu qui est de fabriquer une image globale de l'école. Notamment sur cette porte, sur cette face. La structure qui est régulière, qui est récurrente sur toutes les faces, crée une enveloppe et permet d'unifier les 3 pôles. Donc on assume le rôle d'un bâtiment massif grâce à cette structure qui s'affiche et qui est très présente dans l'image. Après, c'est clair qu'il y a un vocabulaire un peu classique qui s'exprime dans cette façade, classique mais pas figé, flexible et pérenne. En fait,
on revient sur la référence qu'on a vue tout à l'heure du palais de Iéna, de Auguste Perret. Ce palais, ce palais aujourd'hui a été conçu pour être un musée des travaux publics. Puis il est devenu l'Assemblée des colonies des territoires d'outre-mer, et finalement il est devenu le Conseil économique et social qu'on connaît. Auguste Perret le définissait comme un abri souverain, un vaste abri à toute fin utile, où la structure permettait de créer les conditions de la permanence. Les cloisons peuvent bouger, à la fin, la structure est toujours là. Ainsi, il définissait la belle architecture comme celle qui produit, qui fait de belles ruines. Le projet, ce qu'il produit, selon nous, c'est vraiment cette double lecture. À la fois, il assume son rôle dans la ville, et en même temps, il parle de ce bâtiment-outil, de cet équilibre qui permet l'évolution, et qui... Donc c'est un équilibre entre un système permettant l'évolution et une composition susceptible de créer de l'émotion. Il ne s'agit pas uniquement de résoudre une programmation complexe, de s'ouvrir sur la ville et de permettre la flexibilité. Il s'agit aussi pour nous d'assumer notre rôle d'architecte, qui est avant tout un spécialiste de l'espace, et donc qui est susceptible de créer de l'émotion avec de la matière. Le bâtiment apparaît comme un monument, quoi. Un monument, pas un monument comme celui de la Porte d'Aix, il apparaît comme un monument qui est un bâtiment public et qui s'expose, un monument qui s'expose avec retenue et qui prend toute la mesure de son rôle dans la ville, son caractère institutionnel. Ça devient un lieu collectif qui est dédié à la culture. Voilà, merci. C'était le mot de la fin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question qui est peut-être un petit peu à côté, mais en fait, au départ, vous parlez d'a priori. Vous avez eu des a priori, ce qui est le cas de tout le monde et tout le temps, je pense. En fait, moi, je me demande, la Porte d'Aix, c'est un quartier qui a une forte histoire, qui a aussi un grand caractère, qui est caractérisé aussi par une certaine population. Moi, j'y habite, donc je vois un petit peu l'ambiance de ce quartier. Et moi, je m'interroge en fait sur comment est-ce que vous avez articulé ce projet-là, qui a plutôt une portée justement métropolitaine, dans un quartier qui est très différent, identitaire. Voilà, c'est pas très bien formulé, mais j'espère que vous avez compris. Non, je sais pas si j'ai bien compris la question. Non, je sais pas si j'ai bien compris la question. Non, j'ai le sentiment que il y a deux choses. Déjà, nous on est architecte d'un bâtiment, on est interrogé sur un bâtiment. La question, c'est comment dessiner une école, en l'occurrence 3 écoles, dans Marseille, dans un quartier qui est très complexe, très riche, très beau, très puissant. J'ai envie de dire, on se cantonne à l'exercice de la construction de ce bâtiment. Après purement idéologiquement, nous on aime ça. On aime qu'il y ait ici une école qui vienne s'installer, qu'il y ait demain 1000 étudiants qui viennent tous les jours y travailler, qui viennent vivre, qui viennent habiter là. C'est pour nous une joie de dessiner un bâtiment comme ça, et 2, une joie qu'il soit ici. Après, je ne sais pas si j'ai exactement compris tous les points de la question, hein, mais je pense que quand on parle d'une école qui s'ouvre sur la ville, pour en accueillir tous les échos, mais aussi pour entrer en interaction avec la ville, pour discuter avec la ville, c'est pas la ville... déjà, c'est pas un vœu pieux, et puis c'est pas la ville
une ville immatérielle, c'est la population, c'est les gens qui sont en face. On a commencé nos études à Marseille, mais puis après on a continué, nous, NP2F, à Paris, nos études. Et notamment, moi je passais tous les jours devant la rue Jacques Callot. Je ne sais pas si vous connaissez, de l'école d'architecture maintenant de Paris-Malaquais. Et il y a cette image comme ça des ateliers qui sont visibles, devant lesquels tu passes en permanence, et qui affirment une sorte de présence, une sorte de bienveillance, de rapport. Et je pense que c'est aussi ça, une façon de répondre à la dureté du quartier ou à la complexité du quartier. En tout cas, de rentrer en interaction vraiment avec le quartier et de montrer que ce quartier devient une masse qui fait projet à l'intérieur de l'IMVT, mais en même temps qu'il est pris en considération et que justement on ne se ferme pas vis-à-vis de ce quartier, justement on ne se protège pas de ce quartier. Au contraire, on établit un dialogue permanent avec lui. La question que vous posez, c'est aussi notre responsabilité à nous, directeurs des 3 écoles. Et ce problème ne nous a pas complètement échappé et nous souhaitons nous implanter directement, enfin, dès l'année prochaine si possible, ou dès la fin de cette année, avec un pavillon préfiguratif, en investissant donc l'espace public avec un lieu qui puisse accueillir des manifestations, avec une antenne, une base arrière, peut-être dans les rez-de-chaussée désertés aujourd'hui du quartier. Et ce dispositif donc d'implantation dans l'espace public et d'occupation d'un rez-de-chaussée, accueillant des activités communes aux 3 écoles ou propres à l'une d'elles, pouvant varier tout au long de l'année, on espère le faire en rapport avec les populations résidentes du quartier pour petit à petit commencer à vivre dans le quartier avec elles. Et effectivement, on n'a pas envie que cette institution s'affiche trop comme institution, comme c'est le cas pour le conseil régional par exemple. On espère que ce bâtiment aura une vie, aura une ouverture réelle d'activité, d'accueil et une vie de quartier. Voilà, c'est tous les enjeux en tout cas de ce qu'on va essayer de préfigurer dans les 3-4 ans qui viennent. Et ensuite, les enjeux de ce bâtiment qui aura sa vie dans le quartier de la Porte d'Aix à proprement parler. Bonsoir. Ma question n'est peut-être pas d'actualité. J'étais encore étudiant il y a 2 ans à l'Institut d'urbanisme et on passait peut-être 80% de notre temps en salle de cours. Et j'ai pas vu de salle de cours dans le projet. Je me demandais où elles auraient été, si jamais il y en aurait. Et une autre petite question, pourquoi le château d'eau de la couleur jaune? Merci. La question, c'est la distinction entre les ateliers et la salle de cours, c'est ça? Donc, où sont les salles de cours de l'IUR? Elles sont disposées à R+1. Donc, toute l'IUR est disposée sur cette barrette-là. Les salles de cours sont entre ici, et puis le fin de la barrette. Elles sont... Là où l'entité UAR, elle est cohérente dans l'école, c'est qu'elle est à la fois à proximité des salles informatiques qui sont ici, qui font partie de l'enseignement de l'UAR, mais également il y a un accès direct avec l'amphithéâtre qui est au-dessous, et puis elles sont reliées à l'administration qui est juste en face et qui sont ici. Ça veut dire qu'en fait, il y a un espèce de pôle UAR cohérent au sein de l'école. Et après, la salle de cours en elle-même, on l'a montré tout à l'heure, elle ressemble à... Je vais essayer de la retrouver. Tu l'as? Pardon. Elle ressemble à ça. Donc là, on est au R+1. Donc la salle de cours, elle est traversante. Et elle emploie exactement le même vocabulaire architectural que dans les autres ateliers.
c'est-à-dire les rangements sur la gauche, les 6 mètres sur la droite, et puis la grande baie vitrée qui donne sur la coursive et qui, à cet étage-là, fait 4,50 m de profondeur. Ça veut dire qu'il y a une vraie projection des ateliers vers l'extérieur voilà, qui correspond à toute l'identité de l'école. Pourquoi c'est jaune? Première réponse, pourquoi pas. Deuxième réponse, en référence évidemment à la Bonne Mère. Troisième réponse, c'est un point qui est encore ouvert, qui nécessairement, si jamais on choisit vert, je pense que, donc pas toi, pas vous, mais lui posera la question pourquoi vert. Donc évidemment, ça sera une question et ça c'est encore un point de développement et de réflexion. Et dans tous les cas, c'est un point qui nous échappe. C'est pour ça que dans les d'autres images, on l'a montré en gris, parce que on envisage que c'est plutôt un élément qui sera pris en compte dans le 1% artistique, et donc qui sera extrêmement à la fois visible, mais à la fois qu'on ne maîtrisera pas. Donc je ne sais même pas si l'artiste suivra cette idée du jaune. En tout cas, si c'est vous, peut-être vous ne ferez pas jaune. Bonsoir. Alors ma question c'est qu'est-ce qu'elle va devenir l'école actuelle d'architecture? Comment elle va être occupée Alors, la question est en débat. Un débat interne à la ville de Marseille qui est propriétaire des locaux. Il y a eu plusieurs hypothèses, mais c'est des hypothèses techniques. Plutôt comment on met aux normes ces bâtiments, comment on les surélève, comment on étend éventuellement. Y a-t-il un potentiel de construction sur le site? Parce que les zones constructibles ne sont pas complètement saturées. Donc voilà, ce potentiel a été expertisé. Et maintenant, il appartient à la ville de Marseille d'en débattre par rapport à l'avenir du quartier de Lumini, par rapport à des pôles qui se constituent sur place. Mais pour l'instant, aucune réponse n'est apportée. Et je peux à peine décrire, il y a une certaine forme de confidentialité, le résultat des études qui ont été menées avec les hypothèses programmatiques. Mais en tout cas, voilà, c'est une décision marseillaise. Bonsoir, donc moi j'aurais une question et c'est concernant les interactions sociales et urbaines de ce quartier qui aujourd'hui, en fait, parce que nous on a fait une étude, je viens de l'IER et on a fait des diagnostics donc, sur le quartier de Belzunce et sur la ZAC Saint-Charles. Et aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de mutations de type à la fois sur le quartier de Jules Guest, des projets urbains qui se font, mais aussi dans Belzunce qui occupe et qui a un cycle en fait de renouvellement de population donc d'Algériens, de Maghrébins et même de populations chinoises. Et moi aujourd'hui je me pose cette question parce que je me dis l'implantation de l'IMVT elle va quand même apporter une valeur ajoutée à ce quartier. Et on a vu qu'avec la ZAC Saint-Charles, ça s'est déjà fait en partie. Les populations, est-ce qu'elles ne vont pas se sentir exclues? Est-ce qu'elles ne seront pas amenées à disparaître? Parce qu'on sent que c'est des mutations qui ne sont pas finies et on ne laisse pas le temps à ces mutations de prendre place et on active un autre élément qui va changer encore une fois les dynamiques de ce quartier-là. Où est-ce qu'elle sera l'identité et comment est-ce que ces interactions vont fonctionner pour faire cohabiter toutes ces différentes entités ensemble? Donc, petite réponse de l'aménageur. Le quartier Saint-Charles, il est assez emblématique de ce qu'on essaie de faire au centre-ville. Concrètement, tous les projets qui sont faits à Saint-Charles, ils ne sont pas faits à la place de bâtiments existants, ils sont faits sur une ancienne emprise qui était un rond-point autoroutier, ou sur des parkings, ou sur des zones qui étaient assez peu utilisé. Et le principe, c'est évidemment d'amener une nouvelle population avec une école d'archi, avec des logements qui sont des logements intermédiaires, dans un quartier qui aujourd'hui est essentiellement populaire. Mais quand on parle du quartier Saint-Charles, on ne parle pas de Belzunce, on ne parle pas de Saint-Mauron, on ne parle pas de la Villette, ce sont des quartiers qui sont autour du quartier Saint-Charles. Le quartier Saint-Charles, il n'existait pas, il était entièrement occupé par une entrée d'autoroute. Et je cite souvent cette étude qu'on a faite en 2006 au début de l'opération.
qui était une étude sociologique du quartier où on demandait à chaque personne du quartier quelle est votre appartenance, d'où vous êtes. Et c'était extrêmement frappant de constater que personne ne se disait appartenir au quartier de la Porte d'Aix. Il y avait Belzins, il y avait Saint-Mauron, il y avait la Villette, il y avait le Racati, mais personne ne disait j'habite le quartier de la Porte d'Aix, parce que c'était pas un quartier où on habitait. Donc concrètement, enlever l'autoroute, la reculer de 300 mètres, créer un espace public à la place et permettre à d'autres gens de venir partager cet espace public, parce que cet espace public est avant tout destiné aux gens qui habitent ce quartier. C'est pas un processus d'exclusion, c'est un processus au contraire de rassemblement et en l'occurrence, mettre une école à cet endroit, c'est un geste symbolique très fort, puisque c'est, par essence, c'est un lieu qui est ouvert à tous, ouvert à l'enseignement et c'est censé être, enfin, c'est pensé pour être le centre d'un nouvel espace public qui n'existait pas, je le rappelle. Hein. Je disais, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur le possible impact, en fait, sur cet élément-là qui va être l'IMVT dans cette centralité-là par rapport au foncier qui va forcément augmenter. Enfin, c'est une intuition, mais il y a aussi la question de l'énormité de la population nouvelle qui va arriver dans cette centralité. Il va y avoir énormément d'étudiants. Est-ce qu'il y a une réflexion pour, enfin, pas aménager, mais comprendre l'impact de cette population? Est-ce que cet impact est voulu et politique de cette population qui est dans ce quartier-là? La réponse est à plusieurs niveaux. L'énormité de la population, on parle de quelques milliers d'étudiants dans un quartier de centre-ville. C'est pas non plus si énorme que ça. C'est une chose. Et ensuite, on parle surtout de ramener en centre-ville des étudiants qui jusqu'à présent étaient en périphérie. C'est un processus qui revient un peu à la manière de la suppression de l'autoroute, qui revient sur une politique d'implantation qui a 40 ans. Ramener des étudiants en centre-ville, c'est ramener de la vie, de la jeunesse, de l'énergie en centre-ville. Des gens qui vont consommer dans le quartier, qui vont modifier les commerces autour, qui vont modifier les appartements. Enfin, c'est une façon, mais puisque on fait en filigrane le procès de la gentrification, bon, disons-le, c'est pas du tout un échange de population, c'est un ajout. On voit que les autorités locaux, ils ont essayé pendant plusieurs fois de changer cette population pour faire monter. Enfin, on est dans un centre-ville. Un centre-ville, on a des parcelles attractives pour aménager. On est au cœur de Marseille, à côté de la gare routière. Donc, on peut attirer, à côté des emplois aussi, on peut attirer des populations qui viennent de Paris. Le foncier, on sait qu'il est intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, cette population, on a l'impression qu'on n'en veut pas. Les élus n'en veulent pas. Donc, peut-être que ça va en fait inciter à ce que les étudiants vont arriver, ça va changer les choses. On a même des restaurants bobos à l'intérieur de Belzins. Enfin, je ne sais pas si on doit parler d'une possible gentrification, mais ça risque d'arriver. Et c'est peut-être par les étudiants, c'est peut-être une porte d'entrée. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette population-là? Est-ce qu'on en veut vraiment? Est-ce qu'on veut l'enlever? Je préfère vous proposer qu'on en discute tranquillement après, parce qu'il y a peut-être d'autres questions sur le projet architectural, mais il n'y a pas de problème, je suis ouvert à la discussion, juste après, si c'est possible. Bon, merci. Moi, je suis très heureux de revenir en ville et d'être enfin, dans quelques années, 2022, acteur de la cité, avec tous les débats et tous les enjeux que ça compose. Donc bravo pour votre présentation, bravo pour votre projet. Je suis très heureux de ce projet. Voilà, vous êtes aussi nombreux qu'une équipe de foot, remplaçants compris. Et ce nombre, on sent que c'est une richesse.
On sent qu'il n'y a personne sur le banc de touche, que tout le monde est acteur du projet. On sent que ça a été quelque chose d'assez généreux. C'est ce que vous nous avez fait partager ce soir. J'ai juste une question, voilà, par curiosité, peut-être aussi pour les étudiants sur ce travail collectif. Comment vous imaginez le poursuivre ensemble? Comment est-ce que vous avez pensé à une répartition comme ça du travail, quelle forme ça va prendre? Bon, c'est une question piège peut-être, je sais pas. C'est vos secrets de fabrication, vous n'êtes pas obligé de répondre. Effectivement, c'est un projet collectif. Donc sur la phase concours, c'est clair qu'on a tout fait ensemble, tout le monde a proposé des idées. Après, nous, en NP2F, on est mandataire du groupement, ça veut dire qu'on fait la synthèse et on est en train de mettre en place la méthode pour la suite des études. Ce sur quoi on est en train de parler, c'est de définir un peu deux familles. Une famille qui serait plutôt un peu le langage total du bâtiment, que ce soit la structure, que ce soit les panneaux de remplissage, que ce soit les menuiseries, etc. Donc identifier des choix à faire architecturaux qui se répandront sur tout le bâtiment, et puis ensuite des lieux spécifiques qui seront, alors peut-être pas des projets dans le projet, mais en tout cas des lieux qui seront traités avec attention et peut-être distribués à chaque agence. Pardon. Oui. Et juste pour finir, la méthode de projet que l'on a mis au point avec la maîtrise d'ouvrage et les utilisateurs, c'est de définir un certain nombre de workshops thématisés, de sorte que sur chaque workshop interviendront les agences concernées, et nous, NP2F, toujours présents. Bonsoir. Aujourd'hui, on est dans un quartier qui est en totale réhabilitation, avec de très belles réalisations architecturales, avec par exemple l'école de management qui est dans la rue Biaggi, l'arrivée de l'école d'architecture. On a un très beau bâtiment qui est la Bourse du Travail, aujourd'hui occupée par la CGT. Est-ce qu'il est prévu que ce magnifique bâtiment qui est un peu à l'abandon aujourd'hui soit intégré dans vos projets? Alors, la Bourse du Travail, Nicolas. Encore une fois, la réponse appartient à la ville de Marseille, qui est propriétaire du bâtiment. Il y a des réflexions dessus. Il y a des réflexions sur le devenir du bâtiment qui sont menées entièrement par la ville de Marseille, qui est propriétaire. Pour l'instant, rien n'a fuité. En tout cas, Euromède n'est pas au courant. Et pourquoi pas, en liaison avec l'IMVT, ce serait une belle utilisation. Je crois qu'il y avait une question en bas de Marie Baduel. Oui, merci. Bravo, merci beaucoup. Et tout à l'heure, on a parlé beaucoup de Laurent Terré. Je suis sûre que s'il avait été ici, il aurait dit que ce bâtiment, vous avez réussi à nous proposer un bâtiment aimable. Aimable pour les habitants qui vont être les étudiants, mais aussi aimable pour la population, il me semble, autour, qui participe. Je trouve qu'il y a une très belle idée, et c'était un peu le danger, c'était qu'on ait 3 écoles juxtaposées. Et puis on aurait vu qu'il y avait une école qui était beaucoup plus avec plus d'étudiants que les 2 autres, donc on aurait eu une hiérarchie entre ces 3 écoles. Et cette organisation par pôle, fait que finalement on est projeté sur des espaces qui vont pouvoir être très modulables, qui vont pouvoir être communs et qui ouvrent les perspectives pour ces écoles et cette université.
Donc, bravo là encore. Cette imbrication entre l'extérieur et l'intérieur, bien, qui marque, enfin, qui est assez fondamentale dans l'architecture méditerranéenne. Vous la réussissez avec une diversité d'espaces. Enfin, on a vraiment envie d'aller très vite se promener. Ce qui me semble, c'est que là, finalement, vous ouvrez toute la capacité, ça nous challenge, ça challenge les trois acteurs, toute la capacité à construire ensemble, des perspectives ensemble, du commun. Et le deuxième challenge, c'est l'ouverture sur le quartier. Et on sent bien qu'à un moment donné, la grille de Nédélec, on aurait envie de l'ouvrir. Parce que c'est vrai que sur cet espace-là, il y avait des familles qui venaient pique-niquer. Hein, donc, c'était aussi... Et c'est la beauté de ces espaces, c'est un peu comme à la friche. On a envie que ça soit ouvert, plus ouvert sur l'extérieur. Tout ça est un processus. Je crois que ce n'est pas les architectes seuls qui peuvent décider de l'ensemble de ces usages. C'est un processus. C'est la capacité, y compris des étudiants, à jouer avec ce quartier et à s'insérer dans ce quartier. Et donc voilà, c'est un beau challenge pour nous que vous nous offrez. Merci. Bien. Une dernière intervention, Vincent Pifteau. Oui, je vais être bref parce que je suis le dernier obstacle avant le buffet. Non, moi je voulais aussi exprimer tout mon enthousiasme après cette présentation. Vous avez commencé votre intervention en disant ça a été une longue histoire, notre affaire. Mais notre histoire à nous, aux trois établissements, je crois qu'elle est un petit peu plus longue, hein, et surtout, elle se place maintenant dans le temps long. Et au fond, ce que je trouve remarquable, c'est que la proposition que vous avez faite et dans laquelle vous nous emmenez et raconte quelque part ou apporte des éléments de compréhension de ce qui devra faire notre liaison. D'abord, c'est un espace multipolaire, mais c'est un espace multipolaire qui est construit à la fois autour des identités des trois écoles, mais aussi de ce qui les rapproche en termes d'enseignement, de recherche et d'ouverture. Donc d'avoir fait tourner un peu cette organisation multipolaire, de partir d'établissements et puis d'en faire des éléments qui travaillent dans des polarités complémentaires. Ensuite, moi, ce qui m'impressionne, c'est les circulations. Et je pense que c'est un bâtiment où on va circuler et on va bouger. Et je pense que c'est le cœur de notre travail à tous, paysagistes, urbanistes, architectes, hein, c'est de circuler. Et c'est aussi un bâtiment qui, en permanence, travaille sur les vues et sur les vues réciproques. Hein, et voilà. Et je pense que c'est porteur de choses extrêmement stimulantes. Et puis, il y a ce rapport du dedans et du dehors. Et j'ai entendu, moi, tout ce débat sur la fabrique de la ville. C'est vrai que c'est très sympa d'être à l'intérieur, mais c'est aussi un bâtiment qui nous engage à aller vers l'extérieur ou à nous ouvrir sur l'extérieur. Alors, l'un de vous a dit, je crois que c'est M. Lucan qui a dit, c'est une monumentalité tempérée, ce que vous proposez. Moi, je pense que c'est d'abord une monumentalité méditerranéenne, et puis je pense que c'est aussi une monumentalité profondément urbaine, c'est-à-dire que c'est une invitation à un vrai esprit d'urbanité. Donc, moi, je tenais à exprimer, je pense que beaucoup partagent ici, c'est le caractère très enthousiasmant du projet. Donc, merci beaucoup. Comme vient de le dire Vincent, c'était le dernier obstacle avant le buffet. Donc nous vous convions à la salle de conférence pour prolonger nos échanges autour du verre de l'amitié. Vous pourrez y prendre connaissance des maquettes des projets et des planches des concours, des 4 projets.
et éventuellement visiter virtuellement ce projet grâce au casque et au travail fait par des étudiants de l'école d'architecture en 2e année. Merci à vous tous.